Notre invité de ce numéro de Crise et Identité est un coach d'un genre particulier. Ce natif de Lomé dont le monde est devenu la maison joue dans la cour des grands où il chasse les têtes bien faites et bien pleines en Occident pour enrayer la fuite des cerveaux sur le continent africain. Depuis près de 10 ans, Didier Akwete creuse son sillon dans un créneau très porteur, le conseil en recrutement de talents africains dans la diaspora pour l'Afrique. Il compte parmi ses clients de grandes multinationales comme Microsoft, Coca-Cola, France Télécom ou Alstom. Il joue également à l'entremetteur en mettant en contact jeunes diplômés et cadres managers lors de ses salons Afrique Talent qu'il organise à Dakar, Washington, Bamako et Paris. Du 23 au 24 octobre, le fils du pays a déployé ses tentes au Togo où se tient le premier Afrique Talent. Avec lui, nous allons tenter de comprendre les paradoxes de la croissance en Afrique, abondante en chiffres et stérile en termes de création d'emplois et de richesses. Merci Didier Akwete d'avoir accepté notre invitation. En un mot, votre cabinet Afrique Search, présentez-le-nous. Et j'ai lu quelque part que vous aviez vos bureaux sur les Champs-Élysées. Bonjour, tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous pour partager ce moment de discussion. Afrique Search est un cabinet de recrutement de conscience humaine que nous avons créé à bientôt 20 ans, avec pour ambition d'encourager le retour des compétences africaines qui sont dans la diaspora, et également de contribuer au développement de l'emploi sur le continent africain. Donc, nous faisons ce qu'on appelle du recrutement, de la chasse de tête, également du conseil en ressources humaines, à travers plusieurs filiales dans plusieurs pays. Et c'est vrai, nous étions sur les Champs-Élysées pendant de longues années, mais en tout cas, le cabinet est né à Paris il y a bientôt 20 ans. Alors, beaucoup de gens vous connaissent en Afrique comme coach Didier dans l'émission 7 milliards de voisins sur RFI. Mais Didier, c'est plus que ça. Vous êtes un chasseur de tête qui a pour mission de stopper la fuite des cerveaux en Afrique. En tout cas, de ramener une part importante des élites africaines qui sont dans la diaspora. Alors, la première mission que je me suis donnée, effectivement, c'est de contribuer au développement de l'Afrique à travers les ressources humaines. Et vous savez, il est admis qu'il n'y a pas de développement sans capital humain, et les pays d'Asie l'ont démontré avec brio, ce qu'on appelait les dragons, les tigres. Et donc on s'est dit, il est hors de question que l'Afrique ne puisse pas bénéficier de son capital humain, qui est aussi bien sur le continent qu'à l'extérieur du continent, pour accélérer son développement. Donc on peut dire que je suis un petit agent de développement, enfin un contributeur du développement de l'Afrique, tout simplement. Cette émission, nous l'avons titrée « Les paradoxes de la croissance africaine ». Et parlant de paradoxes, un rapport de la Banque mondiale dit ceci: le taux de croissance en Afrique subsaharienne s'est établi à 5,3% en 2014. Comparé à d'autres blocs régionaux, la croissance subsaharienne occupe la 3e place, derrière celle de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud, 7,2, respectivement 7,2 et 5,7%. Pourquoi, selon vous, une part de cette croissance ne réjaillit pas en termes de création d'emplois? Alors, il y a plusieurs raisons, dont 2 raisons importantes. La première, c'est que c'est vrai, quand on fait du 5 à 10 points de croissance, ça dépend de là d'où on vient également, et de la taille de votre économie. Si vous prenez une économie comme l'économie américaine ou l'économie française ou allemande, quand ils font 2-3 points de croissance, c'est-à-dire que c'est une énorme machine qui est tirée vers le haut. En ce moment, les Français se battent ne serait-ce que pour avoir 1 point ou 2 points de croissance. Ils ont 1 ou 2. Il faut au moins 2 pour créer de l'emploi. Absolument, parce que c'est des grosses économies. Nous sommes à 5 et rien ne se passe. En plus. Donc, en termes de création de richesse, quand vous faites du 2%, c'est considérable. Donc, le premier point, c'est que nos économies partaient de situations de crise. Et donc, pour partir de moins et quelques à 2 ou 3 ou 5, disons que ce n'est pas très difficile, d'abord. Mais c'est surtout parce que ces économies, comme vous le savez, sont des économies, comme on dit en anglais, capital intensive, c'est-à-dire ce sont des secteurs qui absorbent beaucoup de capitaux en termes d'investissement, donc infrastructures, mines, pétrole, etc., mais pas des secteurs qui créent assez d'emplois. Donc du coup, nous avons des croissances qui sont très fortes, mais qui sont dans des secteurs qui ne sont pas labor intensive, comme on dit, donc qui ne permettent pas au pays de créer assez d'emplois. Et donc c'est ça tout le paradoxe de notre croissance. Donc ça veut dire qu'il faudrait transformer plus vite les économies
pour que les secteurs qui portent la croissance, et on va le voir de plus en plus, soient des secteurs qui créent beaucoup plus d'emplois, comme l'agriculture. Si demain, on dit que 60% des terres arables disponibles non cultivées dans le monde sont en Afrique, le jour où l'Afrique décidera de moderniser son agriculture, de faire de l'agrobusiness, là vous allez créer beaucoup d'emplois parce que c'est toute une chaîne de valeur que vous créez, depuis le champ jusqu'au transport, à la conservation, à la transformation, à la distribution. Donc vous créez des véritables industries qui créent de l'emploi, mais tant qu'on ne sera pas rentré dans des secteurs qui créent de la valeur avec une chaîne d'activité, on aura du mal à créer autant d'emplois et les taux de croissance seront toujours un peu en trompe-l'œil. L'Afrique, c'est la terre des potentiels qui se traduisent peu en opportunités. Et en général, dans les économies, l'économie allemande en est un exemple illustratif, ce sont les PME, les petites et moyennes entreprises, et les TPE qui portent la création d'emplois. Pourquoi est-ce que les PME et TPE africaines ne créent pas suffisamment d'emplois? Alors, d'abord, 90% du secteur privé africain, ce sont des PME, des TPE, parfois des micro-entreprises. Alors, il faut rétropédaler un peu pour nous rappeler que avant les plans d'ajustement structurel, ce n'était que l'administration qui portait le développement, l'emploi en Afrique, jusqu'à ce que le secteur privé prenne le relais. Mais nos États n'ont pas compris en réalité l'intérêt et l'utilité d'avoir un secteur privé performant et un cadre qui permette d'accompagner, de créer des champions. Ce qui fait que les PME souffrent beaucoup parce qu'il n'y a pas d'accompagnement public en général, il n'y a pas de mesures incitatives pour stimuler le développement des PME, il n'y a pas de cadre des incubateurs par exemple qui portent le développement de ces PME. Donc disons que l'environnement n'est pas fait du tout pour stimuler le développement des PME, pour que leur contribution à la richesse soit beaucoup plus importante. J'en veux pour preuve un chiffre, c'est-à-dire que 90% du secteur privé étant des PME ne contribuent qu'à hauteur de 30% de la création de richesse en Afrique, contre 60, 70, 80% dans certains pays qui ont des niveaux de développement beaucoup plus avancés. Donc il faut absolument arriver à créer un cadre incitatif en termes de fiscalité, en termes d'accompagnement public, un cadre de financement plus approprié, c'est-à-dire des fonds publics qui soutiennent les PME, des marchés publics qu'on arrive à donner aux PME pour leur permettre d'avoir accès, de créer, de générer du business globalement, et puis surtout tous ces PME qui sont au secteur informel, des TPE qui peuvent rentrer dans le secteur formel, comment on fait pour les accompagner pour qu'elles n'aient pas l'impression qu'en rentrant dans le secteur formel, c'est pour avoir un sort de matraquage fiscal et non pas plutôt un accompagnement public pour qu'elles se développent plus facilement. Alors, un autre ferment de ce paradoxe africain, c'est par exemple le fait que beaucoup d'emplois en Afrique restent pas pourvus, faute de main-d'œuvre compétente sur le terrain. C'est un problème de main-d'œuvre qualifiée. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on prend les statistiques, 80% dans beaucoup de pays africains, 80% des étudiants sortent du système scolaire sans qualification. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas formés. Ils ont une formation, mais c'est une formation qui ne leur permet de rien faire. Donc lorsqu'une entreprise va par exemple à l'université du Bénin ici, à l'université à Lomé, pour embaucher des jeunes diplômés, en gros ils ont appris beaucoup de choses en livre, mais ils ne savent rien faire. Ils n'ont jamais fait de stage, ils ne savent pas ce qu'est une entreprise, ils ne savent pas ce que c'est de la production, ils ne savent pas ce que c'est une entreprise qui va sur un marché. Donc finalement, les diplômés sont sans qualification. De la même manière, lorsque vous allez dans les secteurs comme l'énergie, l'agriculture, etc., vous n'avez pas assez de centres de formation pratique qui donnent des vraies qualifications à ceux qui rentrent sur le marché. Et cette inadéquation, on la constate dans beaucoup de pays. Et je donnais deux chiffres récemment. En Afrique du Sud, où il y a 2 ans, il y a à peu près 700 000 offres d'emploi disponibles sur le marché et 1 million de personnes qui cherchaient des emplois. Égypte, des chiffres un peu moins élevés, mais grosso modo, je crois qu'il y avait 500 000 emplois disponibles et 700 000 qui cherchaient, mais qui étaient en inadéquation totale. C'est-à-dire que les formations qui sont dispensées sur le marché ne rencontrent pas l'offre qui est faite par les entreprises. Et c'était aussi un peu une des raisons de la crise en Tunisie, où la population était extrêmement bien formée. La révolution du jasmin. Exactement, bien formée. Sauf qu'en face, on n'arrivait pas à leur donner de l'emploi parce que les qualifications ne correspondaient pas aux besoins du marché. Alors, que faut-il faire alors, il faut réformer de fond en comble le système éducatif. C'est-à-dire nous avons
hérité du système éducatif qui était censé produire des diplômés pour l'administration, donc des macroéconomistes, des juristes, des gens des sciences humaines, bref, ce qu'on appelle les soft skills. Et puis le marché a évolué, ce qu'on disait, vers le secteur privé, qui a des besoins beaucoup plus pratiques, avec aussi des industries qui naissent parce que l'Afrique aborde une phase de sa transformation, de sa mutation. Et la mutation économique passe aussi par l'industrialisation. Or, dans le même temps, le système éducatif n'a pas connu cette évolution. Donc aujourd'hui, on doit absolument créer des filières plus pratiques, des filières courtes, des filières très opérationnelles, où lorsqu'on cherche un bon électricien, qu'on puisse avoir une école qui forme des bons électriciens, lorsqu'on cherche un bon terrassier dans le secteur du BTP ou un bon chef de chantier, qu'il y ait des écoles de BTP qui forment ces diplômés, lorsqu'on est dans le secteur audiovisuel, qu'il y ait une école qui forme des cadreurs, qui forme des journalistes. Bref, nous sommes dans un environnement où il est important d'avoir des centres de formation qui professionnalisent ceux qui en sortent à travers des formations pratiques et pas forcément longues. On ne cherche pas forcément des docteurs en énergie, il en faut bien sûr. Mais aujourd'hui, même chercher un très bon maçon ou un très bon menuisier, combien d'écoles de menuiserie ou de maçonnerie ou de plomberie connaissez-vous à nommer qui forment des gens bien, ou lorsqu'on vous fait un mur, le mur n'est pas un peu gondolé. Ouais. Donc, ce n'est pas des choses très compliquées. C'est d'abord réformer le système éducatif en y mettant des filières qui permettent aux jeunes qui en sortent d'avoir des débouchés, de professionnaliser les filières en obligeant les jeunes à faire des stages lorsqu'ils sont formés, demander aux entreprises de venir à l'université pour entrer dans les conseils d'administration, pour donner des conférences sur les métiers, sur les secteurs qui embauchent, pour que les jeunes aient un minimum d'informations, parce qu'il y a un déficit d'informations. Lorsque vous avez un bac aujourd'hui, en terminale, je ne suis pas sûr que les étudiants togolais, on vienne les rencontrer. Il y a une certaine coupure entre le monde universitaire et bien sûr, en leur disant, attention, voici les métiers porteurs, voici les secteurs qui embauchent. Donc, quand vous aurez votre bac, attention, n'allez pas dans cette filière, allez plus dans cette filière, etc. Donc, il y a beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, il y a des efforts qui se font au niveau de la NPE pour essayer de désigner les secteurs porteurs. Absolument. Donc, il faut que la NPE, et c'est très bien ce que fait la NPE aujourd'hui à Lomé, associe le secteur privé, que l'université s'ouvre, mais que l'éducation nationale fasse un peu cette mutation qu'on appelle de neveu dans tous les pays pour que les formations répondent un peu mieux aux besoins du marché. Alors, former que des gens prêts pour travailler, ça pose une question philosophique. C'est celle de l'utilité de l'école. À quoi doit servir l'école? Former juste des cadres pour des entreprises ou élever des gens? Ça pose une question. Non, mais il y a deux choses. C'est-à-dire, l'école donne, on va dire, un socle. Nous n'allons pas à l'école juste pour nous faire plaisir. Nous allons à l'école pour avoir un niveau de connaissance. C'est ce que j'appelle la base. On est au sol. Ensuite, on ajoute des couches sur ce sol en disant, tiens, vous qui aimez la philosophie par exemple, vous avez le socle de base qui vous permet de réfléchir, de raisonner. Non, parce que c'est d'abord ça, on va à l'école pour apprendre les rudiments du raisonnement, de la réflexion, un background intellectuel minimum. Et après, vous ajoutez des couches. Donc, si vous aimez la philosophie, ben, vous allez faire de la philosophie pour écrire peut-être des livres ou raconter des contes philosophiques. Si vous aimez le journalisme, vous allez apprendre à être journaliste. Si vous aimez la plomberie ou la menuiserie ou l'architecture ou l'énergie, vous allez apprendre ces métiers-là. Donc, c'est un peu ce socle aujourd'hui qui fait défaut. On n'apprend plus du tout aux jeunes Africains à réfléchir, à raisonner, parce que c'est vraiment la base. À partir du moment où vous savez réfléchir, raisonner et vous adapter, vous pouvez évoluer a priori dans n'importe quel domaine, parce que vous avez la base intellectuelle qui vous permet d'évoluer. Aujourd'hui, la tentation elle est grande en Afrique d'avoir une vision assez utilitariste de l'enseignement. Qui, par exemple, il y a des gens qui ne seraient pas hostiles à la suppression des sciences humaines, en tout cas à réduire les effectifs des étudiants qui étudient dans ce domaine. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Alors, moi, je pense aux familles qui ont investi des millions de CFA pour envoyer leurs enfants à l'école. Je pense à l'État qui, avec nos impôts, avec les impôts sur les sociétés, les taxes douanières, finance l'éducation. Donc si vous sacrifiez un pays autant, vous sacrifiez des familles autant pour envoyer des enfants à l'école,
mais qui sortent de l'école pour rester à la maison, je trouve que c'est un gâchis formidable pour le pays, pour les familles et pour les jeunes eux-mêmes. Donc mon raisonnement est simple. Si on a fait tout ce sacrifice, il faut absolument que ces jeunes puissent se rendre utiles. Et puis pour développer un pays, les gens ne restent pas à la maison. Quand vous regardez l'histoire des nations, l'histoire des développements, c'est parce que les gens travaillent pour créer de la richesse. Je suppose que vous êtes content de pouvoir aller dans un restaurant, dîner, payer le restaurant, pendant vos vacances prendre l'avion, aller en vacances, aller dans un hôtel, bref. Et ça, ce n'est que le travail qui aujourd'hui, enfin jusqu'à ce que je sache, à moins d'aller voler l'argent, je crois que c'est que le travail qui permet de rémunérer les individus pour assouvir ses besoins primaires, comme vous savez la pyramide de Maslow, pour répondre à ses besoins. Donc l'école, dans ce sens, effectivement, a une fonction utilitariste ou utilitaire parce qu'elle vous permet de trouver un emploi qui vous permet, vous créer la richesse, d'être récompensé en retour par un salaire et de contribuer au développement économique du pays. Donc si vous n'avez pas cette fonction utilitaire ou utilitariste, vous ne pouvez pas trouver d'emploi. Et moi, quand je pense aux familles, je dis d'abord, il faut que les jeunes qui sortent du système éducatif puissent trouver un emploi ou alors exercer une activité qui les passionne et qui leur permet de vivre. Ça, c'est très important. Deuxièmement, et ça c'est l'autre volet de votre question, il faut que l'école soit aussi un espace de stimulation intellectuelle, vous voyez, où on s'amuse intellectuellement, où l'esprit s'amuse. Et là, effectivement, c'est autre chose. Et à l'école, on peut tout à fait s'amuser intellectuellement par la lecture, par les débats, comme ça existait dans les sociétés grecques à l'époque, où les gens se retrouvaient au niveau de l'agora, et puis il y avait des joutes, les gens échangeaient, se contredisaient, débattaient. Bon, ça, on se fait plaisir intellectuellement, il en faut aussi, mais je crois que fondamentalement, avec 12 à 15 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, si on ne leur donne pas des rudiments, des outils pour intégrer le marché du travail, vraiment on s'expose à une crise majeure dans nos pays et des révolutions qui vont balayer malheureusement tous les régimes et créer encore plus de chaos sur le continent africain. Parce que c'est ça la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est la crise de la jeunesse. 70% des jeunes Africains ont moins de 20 ans, moins de 25 ans. Et ces jeunes, s'ils sont oisifs, vous avez dans le Nord Mali ce qui se passe. Quelqu'un arrive en disant vous avez été à l'école, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes oisif, vous ne faites rien, vous donnez $100, une Kalachnikov, vous faites un seigneur de guerre, et lui, il est prêt à tout casser sur son chemin, parce qu'il voit bien que dans le même temps, il y a une minorité qui profite des bénéfices de la croissance. Des gens qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons, des enfants qui étudient à l'étranger, et puis lui dit, mais pourquoi moi je n'ai pas droit à tout ça? Ce n'est pas normal. Donc, il est prêt à tout casser, et c'est là où le continent africain va rentrer dans une crise très profonde, parce que nous aurons refusé de regarder que le système éducatif doit permettre aux jeunes qui en sortent de profiter de la croissance et de créer la croissance également. Alors, nous allons marquer une petite pause pour le journal qui va passer dans un instant. Nous revenons très vite.